Bonjour à tous, un petit message avant que la vidéo se lance. Donc cette vidéo est la vidéo de la conférence littéraire que j'ai fait à la Maison de la Région. C'est une vidéo qui est assez longue puisqu'elle dure environ 1h20. Je ne sais pas encore au moment où je tourne cette vidéo si je vais la découper en partie ou non. Juste pour vous dire que je vais commencer à peut-être lancer une chaîne YouTube en rapport au bouquin. Voilà, c'est en discussion avec moi-même et cela portera autour du livre, de certains procédés d'écriture, des petites théories et spoils, quoique peut-être pas des spoils quand même, petites théories sur l'univers du bouquin et des choses que je n'aurai peut-être pas le temps de dire dans les romans. Voilà, et je ferai aussi un index de mes dates que vous pourrez retrouver juste après cette courte entracte. Voilà, je vous remercie. L'heure d'usage biterrois est consommée. Je vous invite à vous installer afin que nous puissions commencer. Et j'ai piqué le présentoir pour le livre. S'il manque des chaises, on peut en trouver d'autres, il n'y a pas de souci. Bon. Avant tout, avant de céder la parole à Alexandre Sanchez, je me présente, c'est moi qui suis en charge de vous accueillir aujourd'hui au nom de la présidente de région Carole Delga. Donc Nicolas Cossange, conseiller régional d'Occitanie et biterrois par ailleurs. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette conférence littéraire autour des livres d'Alexandre Sanchez dans ce lieu, la maison de région de Béziers. Je ne sais pas si vous le connaissiez avant d'y venir. Donc la maison de région, c'est pratique, j'ai le pense-bête juste à côté, qui existe depuis 2008 et dans le Biterrois et plus globalement dans l'ouest du département, la représentation physique de la région et du conseil régional. C'est un lieu public, c'est un lieu de service public, c'est un lieu d'information à destination des différents publics qui sont concernés par les politiques régionales, c'est-à-dire l'ensemble de la population de notre région, du lycéen au créateur d'entreprise en passant par l'associatif et par les intervenants culturels, puisque la culture, dans ce lieu qui est amené, puisque les régions sont amenées à prendre une place de plus en plus importante dans la vie de tous les jours, ce lieu est lui aussi amené à devenir un vrai lieu de service public, un vrai lieu important, un vrai lieu de passage pour l'ensemble des citoyens. Et nous avons fait le choix de le faire connaître, de le faire découvrir, en mettant en avant des conférences littéraires comme ce soir, des expositions comme celles que vous pouvez voir en ce moment accrochées sur nos murs, puisque nous sommes dans une région où la culture et la littérature est une part importante de la culture, même si elle est très souvent oubliée, et est une de nos priorités en termes de politique publique. C'est 3% de notre budget, pour comparatif c'est 1% du budget de l'État. Et c'est au travers ces événements culturels que nous présentons en même temps ce lieu, avec des agents qui seront toujours à votre écoute si vous en avez besoin. Je vous inviterai d'ailleurs après la conférence à ne pas hésiter à prendre la documentation, à demander des informations, à vous inscrire pour être sur la newsletter en occitan dans le texte des différentes manifestations que nous organisons ici. Donc ce soir, apparemment vous semblez tous le connaître, enfin cet après-midi, pardon, j'ai l'habitude de présenter le soir. Cet après-midi et ce soir, nous accueillons donc Alexandre Sanchez, jeune auteur de 26 depuis quasiment 3 mois quand même. 26 depuis quasiment 3 mois, alors bon anniversaire avec un peu de retard. Eh ben, je vous remercie avec 3 mois de retard. Auteur de science-fiction et de fantasy, qui vient nous présenter ces deux livres.
m'a dit tout à l'heure que le troisième était d'ailleurs sur les rails. Sur les rails, donc peut-être que nous aurons également le plaisir de présenter le troisième livre ici. Et je vais sans tarder lui céder la parole. Je vous en prie, c'est à vous. Je vous remercie. Donc, comme monsieur l'a si bien expliqué, donc, je m'appelle Alexandre Sanchez, j'ai 26 ans depuis 3 mois, et je suis auteur de science-fiction et de fantasy. Donc, avant de parler de tout ça, je voudrais qu'on prenne un petit temps pour définir ce qu'est réellement la science-fiction vis-à-vis de la fantasy ou encore du genre fantastique. Les gens qui ne sont pas habitués à ce style de lecture ont souvent tendance à penser que tous ces genres sont mêlés, que le fantasy et le fantastique sont la même chose, que la science-fiction est un tout autre genre. C'est pas si vrai, il y a quelques petites nuances qui font que on peut dissocier les genres. C'est pour ça que certains ouvrages sont considérés comme fantasy fantastique, fantasy science-fiction, comme le mien, ou ce qu'on va appeler plus communément des romans d'anticipation. Donc la fantasy, si vous voulez, n'a pas forcément à être médiévale. Ce qu'on va définir comme le terme de fantasy, c'est justement, comme son nom l'indique, de la fantasy. Ça peut être de la magie, des mythes, tous ces procédés qui ne s'expliquent pas en fait. On reconnaît la fantasy au fait que ça ne s'explique pas. Si j'incarne un sorcier et que je vais lancer une boule de feu, le simple principe de lancer une boule de feu fait que j'entre dans la catégorie de la fantasy. Si je n'explique pas comment je le fais, si je me permets simplement de dire que c'est magique. Là où la science-fiction se démarque, c'est qu'on prend à cœur à tout expliquer. C'est-à-dire que dans la science-fiction, on va prendre ces mêmes procédés et on va leur appliquer des théorèmes, des explications, ce qu'on va appeler plus communément du lore, donc L-O-R-E, le lore, le background, tout ce qui fait que quelque chose qu'on va voir va être expliqué, compris et va aider à la compréhension de l'auteur globalement dans l'œuvre en fait. Tandis que le fantastique, lui, se démarque par sa faculté à sortir des événements de nature magique, surnaturelle ou mystique de la réalité du monde réel. Harry Potter, notamment, se démarque en tant qu'œuvre fantastique puisque nous développons tout un univers de sorciers en parallèle de l'univers contemporain des humains que nous connaissons. Ici, dans ma saga, donc dans Imaginary Rebirth, comme son nom l'indique, donc Imaginary Rebirth, la renaissance de l'imaginaire, on est dans un monde réellement, purement imaginaire. Mais ce qui fait que ce n'est pas de la fantaisie, ou tout du moins que la fantaisie se classe dans le second domaine, c'est que tout y est expliqué, toutes les mécaniques qui font que l'univers existe en tant que tel, en fait, sont expliquées de sorte à ce que le lecteur puisse voyager sans être perdu. Puisque qui dit monde imaginaire et qui dit nouveau concept dit bien entendu néologisme, c'est-à-dire des mots qui n'existent pas dans notre parler, qu'on pourrait aussi appeler au final la novlangue, hein, ce concept d'inventer des mots et de leur prêter des définitions, et qui vont pas toujours aider le lecteur, mais qui n'ont pas pour but de le perdre pour autant. Et la science-fiction, elle permet ça en fait. Elle permet de créer des choses et de dire au lecteur, voilà, je te montre un concept, tu l'acceptes ou pas, mais dans cet univers ça existe et c'est tout à fait rationnel. Après, c'est à l'auteur de faire en sorte que ce soit rationnel pour le vrai, puisque c'est pas le tout de créer, mais il faut que la personne qui lise le roman se dise, je peux le concevoir, je peux concevoir ce que je suis en train de lire. Et du coup, Imaginary Rebirth, donc, ça se passe dans une terre imaginaire qui s'appelle Aether. Donc Aether, qui dans les anciennes langues veut dire le paradis. Aether, qui est un monde qui a une faculté qui lui est bien propre en fait, c'est qu'il est à la fois un monde et un ensemble d'univers. En fait, on pourrait le comparer à un miroir qu'on aurait brisé, à coup de marteau. Donc, quand on prend l'outil et qu'on éclate le verre, ça fait plein de fissures, plein de morceaux. Si on admet que toutes ces fissures représentent un univers différent, mais que l'objet en lui-même reste l'objet 1, l'objet A, le miroir, on arrive un peu dans le concept que j'introduis avec Imaginary Rebirth. Un monde qui est à la fois plusieurs mondes, dans lequel on peut voyager à travers l'espace, à travers le temps, mais sans quitter ce monde.
Donc à la fois 6 mondes et à la fois un monde. Donc c'est un concept que j'ai nommé l'hexamonde ou l'hexaverse, ça dépend un peu de la définition que je lui prête. Donc hexa pour 6. Et voilà, qui définit vraiment qu'on a 6 mondes en un. Et c'est dans tout cet assemblage d'univers que se passe le fil de l'histoire. Donc dans Imaginary Reverse, on va suivre les aventures d'un jeune mage qui s'appelle Tobias. Donc ce jeune mage va assister à un événement dramatique, le jour de sa remise de diplôme pour passer à archimage. Son mécène, c'est-à-dire celui qui lui transmet ses pouvoirs et ses connaissances, se fait assassiner. Il se fait assassiner par un personnage invisible aux yeux de tous, sauf du héros lui-même. Et ce meurtre attise les étincelles d'une guerre. C'est-à-dire que le mécène en question est une personne très influente, une personne qui menait le pays natal de Tobias d'une main de maître. Et le fait qu'il meure d'un mal que personne ne soupçonne, et que du coup on soit obligé de trouver un coupable, faute de preuves, fait que beaucoup de pays commencent un peu à entrer en tension. Des voix s'élèvent. Est-ce que nos dirigeants seront les prochains? Pourquoi lui en premier? Qui lui en voudrait? Et surtout, qui a fait ça et pourquoi? C'est un peu dans ce contexte-là que l'histoire prend forme en fait. Tout comme le fait que l'hexamonde reçoive plusieurs mondes en un seul, l'écriture des tomes est faite en sorte que plusieurs histoires se mêlent. C'est-à-dire que si on se focalise au tout départ sur un personnage et sur un groupe de personnages, ça ne sera pas toujours le cas. Tandis que Tobias, lui, du coup sera en quête de cet assassin pour rétablir la justice. D'autres groupes de personnages qui seront présentés tout au long d'une part du premier tome, mais aussi de la saga complète, vont entrer en scène, avec leurs propres histoires, avec leurs propres intérêts, et tout, justement, l'intérêt, moi, en tant qu'auteur, pour vous les lecteurs, c'est que ce fil rouge, qui au final se développe plus en toile d'araignée qu'en fil, que ce fil rouge vous soit compréhensible, que toutes les histoires qui... Salut, en place. Que toutes les histoires qui prennent forme, en fait, aient une cohésion. On parle d'une multitude de personnages qui n'ont pas de lien entre eux de prime abord, mais qui vont se croiser dans leurs quêtes respectives. Et c'est au fil de la saga que nous allons voir le croisement de toutes ces quêtes, le croisement de tous ces personnages, et du coup ce qui va former Imaginary Reverse. En soi, le titre Imaginary Reverse en dit long sur le développement de mon écriture, puisque, outre le fait que ça veut dire la renaissance de l'imaginaire, ce qui voulait dire pour moi que je voulais un peu tenter, à mon petit niveau, de revisiter ce genre autant que possible, il y a d'autres segments cachés dans ce titre. C'est-à-dire que quand on prend les initiales, on a donc IR, qui veut dire IR. Le héros, Tobias, caractérise, dans son histoire, caractérise la colère. C'est une entité qui caractérise la colère, qui se développe à travers la colère. IR, I-R-E, donc l'IR, c'est la colère ancestrale. C'est la colère ancestrale, c'est la colère qui permet de déplacer les montagnes, on va dire. Donc, en appelant ça Imaginary Reverse, et en le faisant prononcer en tant que IR, quand je le prononce, je voulais mettre en accent cette colère qui est à la fois la colère du personnage et une colère que je vois beaucoup sur internet quand on parle des livres actuels, des romans actuels, que l'on dit beaucoup être soit des reprises, un peu des facsimilés d'univers existants, de grands noms tels que Tolkien qui ont beaucoup influencé la fantasy, ou d'œuvres telles que Star Wars qui ont eux-mêmes influencé la science-fiction et la plupart des space opéras. Et cette colère, que personnellement je ne possède pas, cette colère, je la trouve très intéressante, elle alimente beaucoup de débats. Et en faisant de mon personnage principal, qui est tout gentil, qui est gentil comme un agneau, mine de rien, en faisant de mon personnage principal un avatar de la colère, en fait, je me suis dit, ce parallèle il peut être intéressant puisqu'on a à la fois un auteur qui ne se préoccupe pas vraiment des autres œuvres qui l'entourent,
et un personnage qui ne se préoccupe pas vraiment de ces gens qui l'entourent, mais qui sont tous deux parfaitement conscients de cette colère, voilà, un peu de toute cette stagnation qui existe, que ce soit dans son univers à lui ou dans notre monde réel. Ce que je perçois dans la pop culture, quand je vois qu'aujourd'hui on est très entouré de programmes un peu poubelles, toutes les télé-réalités, tout ce qui fait que au fond la culture n'avance pas malgré notre technologie. Du coup voilà, Imaginary Rebirth, ça veut un peu dire tout ça. C'est ce petit désir, toujours à mon niveau, comme je l'ai dit précédemment, ce petit désir de... Oui, pas tant de renouveler le genre, plutôt de montrer qu'il y a toujours moyen d'innover. Que les gens qui disent que tout a déjà été fait, c'est pas vrai en fait. Évidemment, on va toujours s'inspirer d'œuvres existantes, parce qu'en soi, c'est quand même aussi une réalité, beaucoup de choses ont été faites, c'est très dur d'être à 100% original, je ne pense pas moi-même que ce soit possible d'être à 100% original aujourd'hui, mais beaucoup d'artistes sur internet et ailleurs se dévalorisent beaucoup en se disant que soit ils ne sont pas capables de créer quelque chose d'original, soit qu'il y a tellement de concurrence, c'est aussi vrai pour les livres, qu'il y a tellement de concurrence que c'est très difficile de faire son nid, de gratter son trou, hein, n'est-ce pas? Du coup, voilà. Alors en soi, tout ça ne concerne jamais rien d'autre que le titre et mes ambitions personnelles, mais Imaginary Rebirth, c'est avant tout une saga auto-éditée. Alors le choix de l'auto-édition, il m'a pris du temps, parce que j'avais la possibilité d'attendre X années jusqu'à me faire éditer de façon classique. J'avais la possibilité de partir à compte d'auteur, de filer 2000 € à quelqu'un et de le faire éditer par un actionnaire qu'importe. Ou j'avais la possibilité de l'auto-éditer, ce qui en soi se rapproche pas mal du compte d'auteur, mais à la différence près que j'avais la liberté d'entreprendre la chose telle que je le voulais. Quand j'ai commencé à imaginer la conception du roman, c'est-à-dire que le roman était fini mais que je commençais à imaginer l'objet, je me suis dit, est-ce que je veux un contrat qui va me valoir une certaine sécurité, mais qui ne me laissera pas la liberté de créer mon histoire ou mon objet comme je l'entends? Ou est-ce que je veux prendre le pari un peu fou en tant que débutant de créer un objet que j'aurais imaginé de toutes pièces, avec des professionnels que j'aurais moi-même sélectionnés et avec qui je me serais lié d'amitié, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je n'aime pas travailler de façon trop factuelle, je n'aime pas travailler avec des gens pour juste parce qu'ils sont bons en fait. J'ai besoin de ce petit relationnel humain qui fait que quand je travaille avec quelqu'un, j'ai besoin qu'on s'entende bien artistiquement avant tout, parce que sinon, aussi belle que pourrait être notre production, elle serait peut-être un peu impersonnelle et j'aurais moins de plaisir à la voir. Voilà, du coup, bon, vous les avez ici, mais je vais quand même vous les montrer. Donc, la couverture du tome 1 qui est ici, qui a été réalisée par l'artiste Lionel Pratt, que j'ai rencontré du coup sur ArtStation, qui est un site où les artistes professionnels se mettent en avant. Donc voilà, moi quand j'ai vu le travail de cette personne, je l'ai trouvé vraiment excellent et surtout à mon goût. Et c'est après avoir beaucoup parlé avec lui que je me suis rendu compte qu'on était quand même sur la même longueur d'onde. Et c'est grâce à ça qu'on a pu créer l'objet. Et ce qui n'était pas prévu, c'est que du coup des illustrations internes, notamment, ont été ajoutées au premier tome, au deuxième, et des images spéciales pour une publicité que je dois créer un jour. Qui font que mon univers est bien retranscrit dans cette patte un peu réalistique que je n'imaginais pas au début en fait, et qui a commencé à germer quand j'ai vu le travail de la personne. Donc c'est aussi important parce que ça montre qu'il faut toujours se remettre en question sur ce qu'on fait et sur ce qu'on imagine. On peut toujours avoir la vision la plus propre et la plus parfaite de son personnage ou de son univers en tant qu'artiste et surtout en tant qu'auteur, mais c'est là que les dessinateurs sont vraiment importants, je pense, dans notre métier. C'est que les illustrations nous permettent de poser un aplat sur notre imaginaire
Et c'est pas tant pour que le lecteur puisse se repérer, puisqu'en soi, c'est mieux que son imagination travaille plutôt qu'il se fasse guider par des images, mais c'est pour que les auteurs, et du coup, a fortiori moi, puissions imaginer la chose plus proprement. Et c'est grâce à ce genre d'illustration, c'est grâce à certains fanarts que j'ai reçus, que j'ai amélioré la dynamique de mon texte, au niveau notamment des scènes de combat, puisque voir en action des choses que j'imagine me permettent de mieux les décrire, forcément. On n'a pas le flou que juste la pensée peut apporter. Et du coup, les tomes sont quand même, ils sont à la fois très beaux, tout du moins je trouve, et épurés. Ils sont épurés puisque les jeux de couleurs, les jeux de couleurs ne sont pas flashy. Tout est voilà, tout est harmonieux. Encore une fois, grâce à l'illustrateur qui a l'œil pour le faire. Tout est fait pour que, voilà, comme j'ai dit plus tôt, le lecteur puisse être guidé, mais sans que ça influe totalement son imaginaire. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est un monde imaginaire avant tout. Donc votre pensée, quand vous lisez, doit toujours primer sur les images que je peux apporter, puisque non seulement elles sont la vision de l'illustrateur, mais elles sont aussi ma vision personnelle. Et autant c'est ma vision, autant je ne considère pas que c'est la vision que tout le monde devrait avoir. Je pense que quand on lit, tout le monde devrait pouvoir imaginer ce qu'il lit à sa manière. Il ne devrait pas y avoir de version officielle en soi. Bon, bien sûr, après, quand des films sortent, etc., ça réfute un peu l'argument. Mais comme on n'y est pas, je me permets de vous dire que vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Voilà. Donc, un exemple d'illustration interne qui peut se trouver dans le bouquin, c'est pas la plus claire, je m'en rends compte. J'aurais pu en prendre une qui se voyait mieux, mais comme c'est ma préférée, en fait, je n'ai pas réfléchi, c'est ce que j'ai mis. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Du coup, pour revenir sur le circuit de l'auto-édition, voilà, l'auto-édition m'a permis de faire tout ça. Ce sont des choses qu'une édition classique, ou tout du moins une édition à compte d'auteur, ne m'aurait pas forcément permis de faire, puisque vous savez, quand on signe un contrat, on est soumis à certaines spécificités, on est soumis à des règles, notamment sur le choix du papier, le choix de l'objet en lui-même, le nombre de centimètres que peut prendre l'objet, sa forme, le grain du papier, la police d'écriture, enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres que les gens qui ne sont que simples lecteurs, au final, qui ne baignent pas dans l'écriture, ont tendance, je ne vais pas dire ignorer, parce qu'en soi, c'est pas d'ignorance, mais ont tendance à peut-être ne pas se rendre compte, puisque l'écriture, comme toute forme d'art, est un travail avec ses propres codifications. Et le fait qu'il y ait des codifications fait que on ne peut pas forcément prendre toutes les libertés qu'on veut quand on a un contrat. Si la personne va me demander d'écrire en Times New Roman en police 12, en caractère 12, et elle va me dire tu fais 90 000 mots dans ton œuvre, pas une de plus, pas une de moins, ça limite forcément la pensée. On n'a pas le luxe de se dire je peux partir à volo, ce qu'Antoine nous a dit n'est pas une bonne chose non plus, mais on n'a pas le luxe de pouvoir partir comme on veut. À cela rajouter le fait qu'il y a le droit de regard de la maison d'édition et que cette dernière est tout à fait disposée à dire ce chapitre-là je l'aime pas, tu le supprimes, et si toi tu as décidé que c'est un chapitre charnière, c'est con, c'est un peu con. Voilà, parce que du coup t'as plus d'histoire, voilà, tant pis pour toi, tu voulais être édité, c'est bien, hein, mais t'as plus d'histoire, voilà. Mais l'auto-édition, grand Dieu, fait que je n'ai pas à me soucier de ce genre de choses. Et au final, là actuellement, je travaille aussi en édition classique sur un roman qui n'est pas du tout ce roman, qui est dans un tout autre registre, et je vois un peu les limitations. Deadline, nombre de mots, donc comme je l'ai dit, nombre de mots, pas forcément de possibilité de designer l'objet comme je le souhaite. Je suis payé, c'est bien, mais est-ce que le résultat sera à 100% à la hauteur de mes attentes? Il va falloir que je travaille beaucoup ma verve pour que ça se produise. Voilà, donc c'est un peu tout ça. C'est toujours ce combat liberté d'entreprendre et capacité d'entreprendre en fait. Puisque quand on désire la liberté d'entreprendre quelque chose,
faut s'en donner les moyens. Et je ne parle pas que de simple motivation, il y a aussi les sous. Il faut travailler, il faut être sûr que sa situation soit assez stable pour se dire tiens, si je mettais 2000 € dans un livre, comme ça, chouette, je vais l'avoir, mais est-ce que je vais le vendre? Vous voyez, il y a tout cet effort de comptabilité, de rentabilisation. Écrire, en soi, c'est génial et c'est un rêve pour beaucoup de gens, mais je pense que ce qui définit l'écrivain qui va vraiment, je ne veux pas dire aller loin, mais qui va vraiment continuer dans sa lancée, ça tient juste à se rendre compte que derrière l'écriture du livre, en fait, il y a tout un travail en amont. La publicité, la préparation des seconds tomes, chercher des dates, des dédicaces, etc., etc. Et au final, l'écrivain, à mon sens, à mon humble avis, l'écrivain qui va faire un livre et qui va se dire ça y est, j'ai fait un livre, waouh, c'est la finalité, il va peut-être pas pouvoir continuer comme ça tout le temps. Pour moi, un livre, c'est vraiment la première pierre posée si tu décides d'en faire ton métier. Parce qu'après, si tu sors un livre juste pour sortir un livre, en soi, c'est très très bien que tu aies l'objet final et que tu en sois content. Mais ça, tout ça, c'est toujours une question de point de vue. On peut définir ses priorités comme on l'entend, mais si on décide vraiment de se lancer là-dedans, il faut être prêt à beaucoup de sacrifices, et en soi l'art c'est toujours beaucoup de sacrifices. Hein. Voilà, il y a quelqu'un de très sage, Carlo de Bob l'éponge, qui a dit art égale souffrance, et oui, c'est vrai, et je suis assez d'accord avec ça. Voilà, bonjour, j'ai 10 ans. Et non mais écoutez, les cartoons de Nickelodeon sont une source d'inspiration, voilà. Et en soi, aussi bête que ça paraisse, ben, c'est pas faux. L'art, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de mal aussi, ça dépend des gens. Je veux dire, je pense que l'exemple le plus connu à ce niveau-là, c'est Van Gogh. Hein. Pour qui connaît l'histoire de Van Gogh, c'est que l'art n'a pas toujours été une facilité. Est-ce que c'est mes yeux ou vraiment c'est en train de partir en... non, je sais pas. Très bien, bah, écoutez, ça se réfléchit, c'est bien, ça fait ambiance disco, moi j'aime bien. Donc, j'en parlais, du coup, la vision de l'artiste est importante, puisque là on a par exemple un exemple de fan art, donc de ce personnage, d'accord, de ce personnage qui a été vu par un artiste qui ne fait pas du tout du réaliste et qui a lu le roman, qui a vraiment apprécié l'histoire et voilà, qui a imaginé ce personnage ainsi, par rapport aux descriptions, par rapport à tout ça en fait. Et je l'ai mis dans le dossier d'image parce que je trouvais ça très important de montrer que, pour appuyer mes propos, il n'y a pas de vision officielle dans l'imagination. Chacun imagine son personnage comme il l'entend, et tant que vous êtes satisfait de ce que vous imaginez, je considère que mon travail d'écrivain, il est accompli d'une façon ou d'une autre. Puisque l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est ce personnage-là. Voilà, donc le personnage là-haut, il a plein d'ailes, donc dans l'image il a plein d'ailes grises, il a des habits très princiers, il a les cheveux noirs, notamment noirs et assez courts. Et un lecteur est venu me voir en convention un jour, il me dit oui, j'adore le personnage de Rosen et tout, mais il y a un truc qui m'a fait bizarre, c'est que dans l'image, voilà, tu le présentes avec ce physique, et moi dans ma tête je l'imaginais comme un mec plus grand, blond, yeux bleus, avec des habits pas de cette couleur. Et c'est d'autant plus vrai qu'au final, je ne décris pas le personnage, je fais toujours ça, je ne décris jamais vraiment les personnages pour vous permettre de le faire vous-même. Et du coup, ça me fait toujours marrer quand j'entends quelque chose comme ça, quand j'entends dire oui, ce personnage, je l'imaginais blond, elle, je l'imaginais avec des dreadlocks, lui, je l'imaginais sans barbe, machin. Et c'est très intéressant de voir à quel point, on va dire, un chapitre peut prendre des couleurs et des formes différentes selon le lecteur, et au final, c'est un peu tout ça. Imaginaire Rebirth, c'est se dire que le monde il existe aussi dans votre vision, et que du coup, si je prends la vision de chaque personne qui a lu le livre, j'ai 200, 300 mondes différents alors que ça part de la même base. Et tout ça au fond, c'est génial. Du coup, je spoil l'image d'après. Du coup, je vais y aller dessus, voilà, ça va énerver.
Donc l'image d'après, voilà, donc ça c'est un des personnages du roman, pas du tome 1. C'est un personnage qui a été modélisé en 3D puisque dans ma quête de visibilité et d'avoir envie qu'Imaginary Rebirth existe un peu pour tous les gens que ça intéresserait, je m'associe avec divers artistes et avec plus récemment des entreprises qui me permettent de faire ce qu'on appelle du cross-média. Voilà, donc le cross-média, pour vous faire court, c'est la faculté à ce qu'une histoire ou des éléments d'une histoire existent sous plusieurs formes, sous plusieurs médias alternatifs. Saga audio, dessin animé, bande dessinée, jeux vidéo. Cross-média, c'est ça. Si Imaginary Rebirth devait un jour exister, voilà, je sais pas, on va dire en film ou en jeu vidéo, le simple fait que l'histoire existe au travers de 3 médias différents rend l'œuvre cross-média. Voilà, donc c'est vraiment littéralement les médias qui se croisent. Et ici, du coup, voilà, on a le personnage de Ciel, qui est un des protagonistes. Donc le personnage de Ciel, qui a été designé en 3D, qui a été modélisé pour le jeu vidéo Alzae, voilà, qui sortira en mars. Et c'est ce qu'on appelle un Battle Right-like, donc c'est du jeu de combat en arène, en plusieurs personnages versus plusieurs personnages. Et les personnages, donc, qui sont appelés des champions, se combattent. Voilà, se combattent, et le dernier qui survit a gagné, celui qui fait le plus de points a gagné, ça dépend un peu du jeu. Et Ciel, du coup, sera un des représentants du jeu. Et l'entreprise, donc Sad Clock Studio, qui est à l'origine de Alzae, mais Imaginary Rebirth en avant dans son partenariat, c'est-à-dire que je leur prête à durée déterminée les droits d'exploitation du personnage pour qu'il puisse être utilisé dans le jeu vidéo. Et bon, gratuitement parce que c'est un partenariat, et je leur écris aussi des textes pour leur jeu. Et en échange, ils me font la publicité, ils modélisent Ciel et ils le rendent en tant que personnage jouable dans le jeu vidéo. Ce qui est en soi une sacrée consécration, puisque déjà je joue dans le jeu vidéo, voilà, disons-le, bonjour, jeune sœur de jeux vidéo. Et aussi parce que je suis édité depuis 1 an et demi, ce que je n'ai pas précisé d'ailleurs auparavant. Je suis édité depuis 1 an et demi, et bon, je suis pas chez Bradlon, je suis pas J.K. Rowling, donc si vous voulez, ce genre de partenariat, c'est aussi une grande marque de confiance. Ça veut dire que les gens se disent ce qu'il fait c'est assez bon pour qu'on puisse en développer ne serait-ce qu'un élément dans notre jeu vidéo. Et ça fait... c'est quelque chose qui fait très plaisir en fait, puisque plus loin que tous les éléments de visibilité et de publicité que ça apporte, il y a aussi le plaisir, ma foi, un peu égoïste, de se dire que ce qu'on a fait ça a plu à quelqu'un et c'est chouette. Voilà, donc Alzae a été toute une aventure de quelques mois. Une personne ou deux dans la salle savent très bien de quoi je parle. Et voilà, donc c'est le résultat de ces plusieurs mois de travail et qui me permettent en fait d'introduire par le biais du jeu vidéo la saga que je compte écrire après Imaginary Rebirth, qui s'appellera Arc et qui mettra ce personnage en avant. Donc si vous voulez, c'est aussi un peu un jeu d'échecs dans ma tête, c'est que je place mes pièces de façon à ce que ma communication puisse rebondir sur mes futurs projets. Donc si parmi tout mon panel de personnages, j'ai pris celui-ci qui n'est pas encore très très connu des lecteurs puisqu'il n'apparaît que fin tome 2, si j'ai pris ce personnage, c'est parce que je sais qu'au moment où Alzae va sortir, le tome 2 lui aurait été sorti depuis 3-4 mois, mes lecteurs, que ce soit les plus habitués ou ceux qui vont débuter, soit ils seront en train de le lire, soit ils l'auront déjà lu, et je pourrais faire l'annonce de pourquoi pas le premier tome de Arc, je sais pas, moi par exemple en 2021, si l'envie m'en prend, je suis auto-édité, je fais ce que je veux. Donc voilà. Du coup, c'est ça qui est bien, c'est que l'auto-édition, ça permet aussi de faire rebondir la com. Ça permet de faire rebondir la com, ça permet de montrer qu'on a toujours un peu des projets en avant. Les artistes, les dessinateurs, je ne peux pas dire les artistes, les dessinateurs ont tendance à faire ce qu'on appelle des books, des portfolios, puisque après tout leurs créations sont graphiques, donc c'est très facile pour eux de mettre en avant ce qu'ils font. Mais moi, si je fais un book de texte, au final, ça fera juste un livre.
Et ça changera pas nécessairement de mon activité principale. Du coup, comment mettre ce que je fais en avant? Par le biais d'associations entre artistes et de gens qui sont prêts, qui apprécient ce que je fais déjà, encore une fois, condition sine qua non, qui apprécient ce que je fais et qui ont envie de mettre mes morceaux d'œuvre en avant dans leurs œuvres en fait. Donc c'est vraiment voilà, tous ces petits partenariats qui mettent un peu de piment à l'aventure. Hein. Donc vous les avez là. Voilà, donc je sais pas, de toute façon elles sont protégées, à tout moment je vous les fais passer. Vous les avez là. Ça, c'est aussi un projet qui me tient à cœur. Donc ça va s'appeler Imaginary Rebirth Lite, L-I-T-E. Ça va être une version allégée de la saga, donc qui ne va pas se... Bon, toujours science-fiction évidemment, mais qui ne va pas se concentrer sur la narration, la création des... l'explication de l'univers, etc. Ça va être du contenu purement graphique qui va reprendre l'histoire, les scènes de combat, les relations entre les personnages, adapté en bande dessinée. Voilà, donc c'est un projet que je suis actuellement en train de mener avec l'illustrateur Lionel Gonzalez, qui n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement. Donc l'illustrateur Lionel Gonzalez, voilà, donc, qui est de Castres et que j'ai rencontré lors d'une séance de dédicace. Et ce que vous voyez ici, ce sont les deux premières planches d'un artbook, voilà, dont le paiement participatif sortira en mars, sortira le 1er mars. Et si vous souhaitez y participer, je vous laisse libre droit, quand je retrouve une feuille, de me donner vos adresses mail, comme ça au moins vous aurez des informations sur ça en temps réel et ça vous permettra notamment d'y participer quand ça sortira. Voilà, donc bon, on s'est alloué un petit budget, on sera 3 artistes sur le coup. Donc Lionel, moi et une fille de Toulouse qui s'appelle Kindry et qui a travaillé notamment chez Ankama Games. Voilà, et qui va participer au projet. Donc notre but c'est tout d'abord de sortir un artbook qui sera 52 pages hors première et quatrième de couverture. Et si cet artbook fonctionne, on enchaîne directement sur la BD. Sachant qu'une bande dessinée reprendra 4 chapitres du roman. Il y a 21 chapitres par bouquin, donc 12, 16, 20, voilà, ça fait environ ça fait quasiment 5 tomes de BD à peu près par tome de roman. Et ça nous permettra de retracer en parallèle l'histoire pour ceux qui n'apprécient pas la lecture, puisqu'il y en a, hein, il y a des gens qui n'aiment pas les romans, de façon graphique et aussi pour les plus jeunes. Puisque si Imaginary Rebirth est plus une lecture pour les, on va dire, 13-14 ans, au minimum, hein, j'entends, la bande dessinée, elle se focalisera plus pour à partir de 9-10 ans, comme une bande dessinée que vous devez connaître, les légendaires peut-être. Voilà, donc c'est ce format un peu BD manga que nous allons reprendre. Du coup voilà, donc on est vraiment sur ça. Et c'est un des nombreux projets que je couvre pour ce triannée de 2019 à 2021. Donc il y aura en soi le tome 3 d'Imaginary Rebirth, Imaginary Rebirth Lite, en tout cas si on y arrive. Un autre roman qui va sortir chez Omake Books, qui ont fait notamment les bandes dessinées de Joël Fournier et les romans sur l'histoire de la BD, qui va reprendre, en fait, voilà, c'est une adaptation de l'univers de Fortnite, mais en version roman. Voilà, donc vraiment avec toute la patte et la dynamique d'Imaginary Rebirth, puisque je serai aux commandes de l'écriture de ce tome. Et ça sort en juin, je crois le 1er juin, mais je ne suis pas bien sûr. Mais c'est dans ce dos-là. C'est entre fin mai et début juin. Et le dernier projet de l'année, du coup, que je fais avec Olivier Thine, qui est présent à l'Assemblée. C'est un conte pour enfants qui s'appelle La Petite Terre, que nous travaillons ensemble. Donc ça sera un mini-roman pour les 8 ans et plus, illustré, qui fera 25 pages, donc 13 illustrations, 12 pages de texte. Et voilà, donc ça racontera l'histoire d'une petite fille aux cheveux bleus et verts dont la santé se dégrade ou s'améliore en même temps que celle de la planète Terre en fait. Et on va suivre les aventures d'un enfant qui trouve la petite Terre en fait,
et qui va être témoin de la dégradation de sa santé et qui va demander à tous les enfants de la planète de se réunir pour la sauver. Voilà, du coup, il n'y a plus d'images, ça veut dire que j'ai fini, mais non, j'ai pas vraiment fini. Là, ça c'était vraiment l'exposé théorique en soi. Ce qui est intéressant avec une conférence littéraire, c'est que c'est aussi le moment de nous renvoyer un peu la balle, hein, de nous poser des questions, des réponses. Si vous avez quelque chose à me demander, que ce soit sur le métier d'auteur, sur les romans en eux-mêmes, l'histoire, si certains d'entre vous l'ont déjà lu, ou sur les projets annexes, surtout n'hésitez pas, hein, c'est vraiment... s'il vous plaît, faites-le, mais sinon je vais me sentir très très seul. Toi, je sens que tu as quelque chose à me dire. Oui, toi. Moi, j'ai une question. Oui. On n'avait pas du tout préparé ça, non, c'est pas vrai. Non, je t'écoute. Pourquoi cette fascination sur la temporalité, les différentes temporalités dans l'ingénierie reverse? C'est parce qu'en fait, alors ça remonte très loin, c'est que du plus loin que je me souvienne, ayant été enfant, en fait, j'ai toujours fait ce qu'on appelle du jeu de rôle. J'ai toujours fait du jeu de rôle avec mon petit frère, mon cousin, etc. Et on adorait faire des jeux de rôle historiques qui se passaient dans notre époque, dans notre monde, soit quelque chose de très futuriste, soit quelque chose vraiment dans le passé limite, dans la préhistoire, etc. Et en fait, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui est... Alors, un peu moins maintenant. Quand j'étais adolescent et même lycéen, j'étais très fasciné par les voyages temporels, toutes ces mécaniques, etc. Et en fait, plus j'ai grandi et plus ce que j'appréciais dans le voyage temporel s'est transformé en voyage entre les mondes. Actuellement, mon délire, c'est plus les voyages dimensionnels, genre explorer des univers parallèles, un peu à la Slider, tu vois. Explorer les univers parallèles, d'autres mondes, voilà. Donc le roman lui-même est d'ailleurs, dans sa composition, très inspiré de Doctor Who, de la série Doctor Who. Et je ne sais pas si je peux appeler ça en soi une fascination, c'est plutôt que je suis très inspiré par le voyage en fait. Et pourtant, ne m'aimant pas spécialement voyager moi-même, n'aimant pas sortir de ma chambre moi-même d'ailleurs. Voilà. Du coup, je purge le fait que je déteste absolument être dehors. En amenant tout le monde dehors. C'est aussi une façon de faire en sorte que personne ne m'ennuie quand voilà. J'ai vraiment l'air de l'ermite quand je dis ça. Mais en fait, Imaginaire River, c'est designé comme une invitation au voyage. Et que ce soit le voyage temporel ou le voyage dimensionnel, au fond, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous découvriez, que vous exploriez de nouveaux horizons, le plus loin possible de moi. Et j'arrête avec ça. Et voilà, c'est pas tant une fascination en soi, c'est juste que en fait, je me suis rendu compte que j'adorais écrire sur le voyage et j'ai décidé très tard, au final, au moment où j'écris Imaginaire River, parce que j'écris d'autres choses avant, je me suis décidé très tard à coupler ça avec quelque chose de dynamique, puisque j'ai jamais été très fan d'auteurs tels que par exemple Bernard Werber. Voilà. Ce qu'il fait, c'est très bien, mais c'est beaucoup trop narratif pour moi. Et lui aussi, il invite au voyage, mais peut-être pas de la même façon que moi. Moi, je veux que, à côté du voyage, vous ayez plein d'histoires qui s'entremêlent, une grosse dynamique, quelque chose de très visuel au final, puisque le but à terme serait que des créations graphiques, de vraies créations graphiques, sortent un peu de tout ça. Donc à la fois vous voyagez et à la fois vous êtes pris d'assaut par plein de formes et de couleurs. Donc voilà, c'est pas une fascination en soi, c'est plus que c'est ce que je préfère écrire. Merci. Mais de rien. Je t'écoute. Moi j'ai plutôt une question, c'est au sujet conjugaison, orthographe, tout ça, comment on va dire bien vérifier que tout est parfait. Alors, en soi, l'orthographe, la conjugaison, la grammaire,
C'est comme... je vais te donner un parallèle, tu vois, quand tu apprends à dessiner, c'est pas genre, tiens, je vais faire une forme, ça va faire un bonhomme, tu vois, tu vas apprendre les couleurs, la gestion du line, la perspective, tout ce genre de procédés qui font que ton dessin va être agréable à la vue des gens en fait. L'écriture, c'est pareil avec ses propres codes. Tu vas apprendre l'orthographe, tu vas apprendre la grammaire, tu vas apprendre la conjugaison. L'avantage que les gens qui veulent écrire ont, c'est qu'on apprend depuis tout petit à écrire, tandis que le dessin, bah, c'est pas quelque chose qu'on apprend réellement comme ça. Et en soi, pour que ça rende bien, bah, c'est beaucoup d'entraînement. Alors je passe tout ce qui est dyslexie, etc., puisqu'on n'est malheureusement pas tous habilités à savoir très bien écrire. Et moi-même, je ne considère pas que mon orthographe ou ma conjugaison soit parfaite au point que je me sente secrétaire dans l'âme, tu vois. Pour te dire, je me fais corriger par ma grand-mère. Imaginez la grand-mère qui est bien plus forte que moi en orthographe et vraiment, des fois, bon, je fais pas de grosses fautes, mais vraiment c'est quasiment que des coquilles, mais des fois elle me montre des trucs et je me dis merde, attends, mais pourquoi je fais ça alors que je sais pertinemment que c'est faux. Et en fait, c'est beaucoup de relecture, beaucoup d'apprentissage, et surtout très important, le faire relire aux autres, parce qu'il y a des gens qui vont visualiser des fautes que toi tu vas pas voir. Par contre, c'est aussi vrai, c'est qu'il y a des gens qui vont imaginer des fautes que toi tu sais très bien que c'est pas des fautes, et pour leur expliquer que c'est pas une faute, voilà la croix. Voilà la croix, voilà, quand quelqu'un écrit autant pour moi AU-TANT, alors que c'est autant AU-TEMPS, et que le mec il te dit non, c'est autant pour moi parce que il y en a autant et que ça sert à rien de dire autant pour moi, et que moi je suis là genre, ce que tu racontes n'a aucun sens, c'est pas facile d'expliquer aux gens que en fait c'est eux qui font une faute. Mais ça prête à confusion aussi, parce que des fois tu te dis, mais ça se trouve c'est moi qui suis demeuré, je sais pas. Et voilà, donc c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de relecture, pas hésiter à faire relire aux autres. Voilà, je sais pas si tu écris peut-être. Hein. Oui. Ouais. Oui, j'ai été édité, D'accord. mais la maison d'édition s'est un peu moquée de moi et du auteur. Ah oui, c'est du travail de débutant. D'accord. Belle couverture, mais rien à voir avec l'histoire comme j'avais demandé. Ouais. La blancheur des pages immaculée. Ouais. Une page de photocopie, quoi. C'est vraiment un espace d'interligne considérable. Ouais. Pareil pour les paragraphes. Mm-hmm. Et ils ont eu la bonne idée de mettre les chapitres sur une même page au lieu de mettre sur une nouvelle. Tout simplement parce que c'était style journal pour moi. Ouais, je vois. Et les pages ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient mis en table de matière. C'était, je me permets de te le demander, c'était du compte d'auteur ou du compte d'éditeur? Compte d'éditeur. En plus, Voilà, rendez-vous compte que le compte d'éditeur, c'est l'édition classique, c'est l'édition que tout le monde cherche à avoir. Hein. C'est celle où on est payé, ou voilà. Donc j'ai eu un peu honte quand même des fautes qu'il y avait, et je me suis pris après un logiciel de correction parce que ils m'ont dit qu'ils avaient pris un logiciel de correction à 300 €. Et quand je vois les fautes avec le logiciel Antidote, j'ai l'impression qu'ils se sont moqués un peu de moi, quoi. Et de l'auteur. La bonne nouvelle, c'est que je me suis lié d'amitié avec l'autre auteur. D'accord. Qui m'a fait une couverture comme je voulais imaginer. Tant mieux, bah, écoute, si ça s'est bien fini. Même on va dire le brouillon, j'ai même à la fois la joie et la honte de mon œuvre. Et ben, moi être à la fois heureux et malheureux. À la fin de la conférence, tu me montreras ça parce que du coup je suis curieux. Oui. Et voilà, bah écoute, tu vois, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est que l'auto-édition, même si on fait tout seul, on a l'avantage d'être libre. Je me pose la question pour l'auto-édition, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est... Ouais. On m'a dit oui, c'est beaucoup de gestion pour un auteur. C'est beaucoup de gestion. En revanche, si ça te fait pas peur, tu peux vraiment arriver à de bons résultats. Parce que là, t'es libre. C'est vraiment, c'est toi qui demandes, je veux ci, je veux ça. Ce sont des professionnels qui t'entourent en fait. Donc si tu veux, t'es pas soumis à des contrats ou à des restrictions. C'est vraiment, tu fais ta sauce quoi. Et après, si c'est moche, c'est de ta faute. Tu vois, du coup, ouais, c'est tout gérer soi-même quoi. Ouais. Mais bon, non, honnêtement, je t'encourage à te renseigner. Moi, pour te donner un exemple, je suis chez Librinova. Voilà, ce qu'ils font, c'est du très bon travail. Si tu veux aller voir pour tes prochains bouquins, franchement, fonce, hein, c'est bien. Voilà, du coup, pour en revenir à ta question principale, orthographe, conjugaison, bah déjà, faut que toi tu saches le faire. Et une fois ça,
pas hésiter à demander à plein de gens, à des gens de confiance, hein, bien sûr, pas quelqu'un que tu sais qu'il n'est pas forcément bon là-dedans, à demander à des gens de confiance, à te relire autant de fois que possible. Quand je termine mon bouquin, je le relis 5 fois. Je le relis 5 fois. C'est ce que je le fais par couche en fait. D'abord je le relis en diagonale, parce que étrangement c'est en diagonale qu'on voit les fautes les plus grosses. Parce qu'on passe comme ça, et quand une faute est vraiment t'agresse en fait, elle te saute aux yeux, parce que tu lis en diagonale et genre ça te vient comme le nez au milieu de la figure. Ensuite je fais une relecture un peu plus poussée, de plus en plus poussée. La 4e relecture c'est pas la mienne, c'est du coup ma grand-mère. Et la 5e relecture, c'est ce que j'appelle la relecture finale. Je suis en association avec un écrivain public, voilà, qui me prend vraiment pas cher du tout. Et je lui fais relire le roman dès que moi j'ai appliqué toutes mes corrections. Ma grand-mère a appliqué toutes les corrections. Et si elle voit des coquilles que ni elle ni moi n'aurions vues, elle les supprime. Et à la fin, techniquement c'est bon. Voilà, tu n'es pas obligé d'en faire autant, mais ne serait-ce que relire 2-3 fois, déjà c'est bien. J'aime bien d'avoir la manière de faire ma collègue, quoi. C'est normal. Ouais. C'est normal. Après, comme pour les dessinateurs, comme pour les photographes, chacun sa manière, chacun voit midi sa porte en fait. Et c'est d'autant plus intéressant que si aucun livre n'est quasiment monté ou écrit pareil, ou avec ne serait-ce que les mêmes ambitions ou les mêmes procédés, il y a quand même vraiment énormément de livres et on est dans une société de médias. On est dans une société de médias, faut le dire. Hein. On est bercé par les écrans, les jeux vidéo, la téloche, Netflix. Et beaucoup de gens ont eu tendance à penser que les écrans détruiraient les livres, comme en son temps la musique le disait Video Kills de Radio Star. C'est pareil, quand un nouveau média apparaît, on a tendance à penser que les médias un peu plus archaïques vont disparaître. Mais le livre, il a une force, le livre, il a un magnétisme qui est très puissant, c'est que j'en suis persuadé jusqu'à la fin de l'humanité, on aura des livres. Tant qu'il restera des arbres sur Terre, il y aura des bouquins. Et s'il n'y a plus d'arbres, on aura des liseuses. C'est pareil. Mais le format livre en soi, il a ça de particulier que c'est quelque chose qui est immuable. On a du paplard depuis que des ouvrages depuis que l'humanité sait écrire, et à mon sens, je pense qu'on en aura toujours. Je veux dire, clairement, si Facebook n'a pas tué le bouquin, je ne vois pas ce qu'il peut le tuer. Hein, il n'y a pas de. Du coup, voilà, tout ça c'est bien. Tout le monde a sa propre manière de faire, et je suis de ton avis. À mon sens, c'est intéressant de savoir comment font les autres. Faut pas être enfermé dans son petit monde, ce que je viens de dire. Faut pas être enfermé dans son petit monde, c'est très très important de s'ouvrir à ce que font les autres, parce qu'on n'est pas le meilleur, parce qu'on n'a pas la science infuse, et il y aura toujours quelqu'un au-dessus de nous. Et sans dire qu'il faut copier les plus grands, hein, mais même quelqu'un qui va débuter après toi, il peut débuter avec une méthode révolutionnaire que tu vas te dire, merde, ça fait 5 ans que j'écris et j'ai jamais pensé, tu vois. Et vraiment s'intéresser aux autres, c'est bien. Du coup, c'est bien que tu sois un peu venu voir tout ça. J'espère pouvoir t'apporter en tout cas des réponses. Ça, je suis venu. Super. Principalement. Non, mais c'est bien, t'as eu raison. Je suis quand même intéressé par vraiment l'univers. Bah écoute, après la conférence, je me ferai une joie de te faire tes petites démos privées. Merci. Voilà, si quelqu'un. J'ai une question. Oui. Une fois que ton livre a été édité, comment tes premiers livres ont été vendus? Comment les premiers livres ont été vendus? Alors en fait, Librinova, c'est de l'impression à la commande. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai fait fabriquer le livre, puis ils m'ont dit c'est bien, du coup si tu veux vendre des livres, achète-nous des livres. Et du coup je l'ai fait. Et je me suis retrouvé avec un carton de romans, j'en avais une 50aine, et j'étais devant mon carton, je me disais c'est bien, j'ai des romans, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que je vais les mettre sous ma table pour la rehausser, je ne sais pas. Et un ami qui est aussi auteur m'a invité à... Alors c'est pas une dédicace, c'était un salon manga, c'était à Japan Anime, Anime, c'était en 2017. Et il m'a dit viens, il cherche des auteurs, tu pourras vendre ton livre, machin. Et en fait c'est à partir de ce moment précis que j'ai compris quelle méthode je voulais employer. Parce que jusqu'à présent, alors je dis jusqu'à présent, mais ça faisait comment que j'étais édité à ce moment-là, j'ai passé un mois plein à me dire comment je vais vendre mes bouquins.
comment je vais les distribuer, est-ce que je vais les mettre dans les boîtes aux lettres des gens, je ne sais pas. Et j'en ai pas vendu beaucoup à cette Japanonyme, comparativement à celle de l'année suivante. J'en ai pas vendu beaucoup, j'en ai vendu 5, pour vous dire. Mais quand c'est les premiers que tu vends, voilà, quand j'ai vendu mes 5 premiers bouquins, déjà j'ai averti tout le monde, je leur ai dit écoutez les gars, c'est le premier que j'écris, soyez pas déçus. Hein. Et ça fait toujours quelque chose de tendre un livre et, voilà, et de le vendre et de se dire ce mec m'a donné de l'argent pour mon truc. Et voilà, donc j'ai quasiment toujours vendu en mon propre, parce qu'en fait je me suis rendu compte à ce moment précis, à cette Japanonyme, que j'aimais vendre en main propre. Alors bon, je les vends sur internet, j'ai des précommandes, ou des commandes d'ailleurs, que ce soit en livre numérique, oui très important, il existe aussi en format numérique. Voilà, je considère que c'est important quand même de nos jours. Donc voilà, donc en livre numérique, en livre papier, donc on peut les acheter de plein de façons différentes en soi. Mais la vente en main propre, le contact avec les clients, ben, je trouve ça assez dingue en fait, parce que ben, mine de rien j'en ai vendu quand même pas mal depuis qu'ils sont édités, la grosse majorité de main à main. Et en fait, cette première date m'a encouragé à multiplier les dates. En fait, au début, j'étais assez timide, j'envoyais des mails longs comme mon bras, je me présentais, oui, je m'appelle Alexandre Sanchez, j'ai 24 ans, je suis auteur, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez, je faisais un CV. Maintenant, je me rends conscience, j'ai fait, il vous reste une place. Tu vois, et c'est vraiment, toute la différence elle est là, c'est que bah, la confiance est venue avec l'expérience et inversement. Et maintenant, bah, il arrive que je me fasse inviter. Je me fais d'ailleurs plus inviter que le contraire. Mais la méthode en elle-même, elle n'a pas changé. Je vends en main propre, ça me permet de faire une petite dédicace, ça me permet de discuter avec la personne, des fois d'échanger ses coordonnées, ça m'a permis de rencontrer ma copine aussi. Non, je veux dire objectivement, il n'y a pas mieux. Et aujourd'hui, quand je retourne dans une date, quand je retourne dans une convention ou un salon que j'ai déjà arpenté l'année d'avant, il arrive que des gens reviennent me voir, ils me disent oui, on s'est vu l'année dernière, tu te souviens de moi? Je leur dis oui, mais généralement c'est pas vrai. Non, en vrai, je sais pas pourquoi, mais je me souviens vraiment de quasiment tous les gens à qui je vends. Voilà, donc ils reviennent et ils me disent oui, mais du coup j'ai lu ton bouquin, est-ce que t'as le tome 2, j'avais hâte, machin, j'osais pas te parler sur les réseaux sociaux, et moi je suis là, frère, regarde-moi, est-ce que je suis effrayant, tu vois. Mais le contact c'est important parce que du coup, ben, si les gens y reviennent, même pas forcément pour t'acheter le deuxième tome, mais pour te dire j'ai aimé le premier, c'est vachement important. C'est vachement important parce que tu t'en viens à te dire, ben, j'ai pas fait ça pour rien. Tu vois, au début, on a toujours ce plaisir, donc je le redis, le plaisir égoïste d'écrire quelque chose pour soi, parce que je pense que, à mon sens, le plus important, c'est que ça nous plaise à nous avant que ça plaise aux autres. Mais quand ça plaît aux autres, c'est bien aussi. Quand ça plaît aux autres, ça fait plaisir. Et au début, voilà, ben, mes parents témoignent, ils sont dans la salle actuellement. On se disait, ouais, bah, c'est bien, t'as fait un livre, bon, bah, tu vas en vendre 30, voilà, c'est cool. Et au final, j'en ai vendu quand même un peu plus. Du coup, même aujourd'hui, on se dit, bah, vivement le troisième. Hein. Voilà. Super, ok. J'ai une question. Je t'écoute. Comment est-ce que se déroule exactement la collaboration avec l'illustrateur du livre? Est-ce que c'est toi qui donne avec Lionel Prat pour le dessin, ou est-ce qu'il a une certaine amplitude Alors, en fait, c'est un peu de tout ça. La première étape, c'est que je lui envoie un mail très long, généralement il fait plusieurs pages à 4, où je détaille au maximum ce qu'on va appeler la composition brute. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre l'exemple avec Terre. Voilà, donc avec Terre, en fait, je me rends compte que vous le verrez mieux si je fais ça. Avec Terre, en fait, voilà, donc la composition brute, c'était, je lui ai dit, ce que j'aimerais, ça serait du coup ce personnage dans le roman. Dans ce personnage du roman, je voudrais que celui qui soit mis à l'honneur. Par rapport à Tobias qui est en plan américain, je voudrais qu'elle, on la voit entièrement. De ce fait, j'aimerais bien qu'elle ait une position accroupie ou recroquevillée comme si elle souffrait. Voilà, je lui dis, au temple, je lui dis comme ça. Je voudrais qu'elle soit nue, parce que je ne veux pas qu'elle porte d'habit. Je voudrais qu'elle soit nue. Et ce qui m'intéresserait, ça serait que la dominante de couleur, ça soit du rose et du vert. Voilà, parce que ça va
bah, ça va être différent de la première, ça va être complémentaire. Ça va être complémentaire et surtout, voilà, ça permet de... oui, c'est bon. Ça permet de... j'ai perdu le fil, voilà, c'est bien. ça nous permet en fait de montrer qu'on n'est pas tenu à une seule codification de couleurs. Une fois le long mail terminé, sachant que je n'ai pas tous les détails en tête dès le départ, il me fait des croquis. Généralement, il m'en fait 4. Il fait 4 croquis, voilà. Bah, j'ai fait le personnage dans cette pose, dans cette pose, dans cette pose, dans cette pose. Ici, tu vois qu'on peut mieux voir les ailes. Ici, tu vois qu'on voit mieux la tête. Qu'est-ce que tu préfères? Sachant que, par exemple, pour le premier tome, la première illustration qui m'avait... je vais vous montrer. La première illustration qui m'avait montré, c'était en vue de dessus, avec le personnage qui fonçait un peu comme Superman. C'est un truc qu'on voulait faire aussi. Et vous voyez que du coup, c'est pas du tout ce qu'on a choisi au final. Du coup, quand il me montre les croquis, moi je vais valider ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Après, les couleurs, c'est généralement ce qu'on fait en dernier. On en vient à rajouter certains détails. Par exemple, on se pose la question sur le fond. Le fond du premier tome, il est peu visible, mais il reprend en vérité un élément de la 4e couverture, que je vous montrerai plus tard. Il reprend un élément de la 4e couverture. Mais du coup, bon, il y a quand même des endroits qui sont clairs. On visualise plus ou moins ce que c'est. Le fond du tome 2, c'est juste un assemblage de couleurs. On voulait que ça se passe dans une grotte. Et on ne voulait pas que ça se... on voulait qu'il y ait cette ambiance... ouais, t'inquiète. On voulait qu'il y ait cette ambiance un peu brumeuse, un peu mystique. Et c'est avec ça qu'on a eu l'idée. C'est avec ça qu'on a eu l'idée de rajouter, donc vous le verrez peut-être pas, un avatar, une ombre derrière le titre. Voilà, donc une ombre qui se déploie, une ombre maléfique qui se déploie à partir du personnage. Une ombre maléfique qui se déploie à partir du personnage en fait, et qui n'est au final visible que quand on lit le titre. Donc ça c'est un petit jeu qu'on s'est rajouté pendant la création des couleurs. Donc voilà, donc pour collaborer avec l'illustrateur, c'est tout d'abord un échange de mails où on se renvoie la balle et où on se montre un peu tout ce qu'on veut, sachant que moi-même je lui fais des croquis, pas très beau, et ensuite il arrive qu'on reste au téléphone pour le faire, ou peut-être qu'on se mette en Skype, en Discord, voilà. Ça dépend, c'est plus rare déjà. Et grâce à tout ça, ça nous permet de créer les romans tels qu'ils sont. Voilà, donc c'est vraiment, on se renvoie la balle jusqu'à ce que ça forme quelque chose, quoi. Voilà, du coup, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas, sinon c'est déjà 16h40 hein, quand même. J'ai une dernière. Pour ouais. Tout ce qui est impression, puisque surtout l'auto-édition maintenant c'est plus numérique, tout ça, donc comment ça se passe vraiment pour tout ce qui concerne le papier, c'est comment ça se gère, tout ça pour... Alors en fait, moi je prends un exemple avec Librinova. Librinova, ils ont une base de roman qui est modifiable, c'est-à-dire qu'en fait, bon en soi ils ne proposent qu'un format, mais quand je les ai appelés au téléphone, je leur dis bah voilà, moi je préférais un papier qui a un peu plus ce grain, je préférais je voudrais que la maquette soit agencée de telle forme, etc. Et en fait, ils sont très communicatifs, donc si tu veux, on a pu s'entendre sur le format du livre grâce à une conversation que j'ai eue avec la personne qui s'en occupait par téléphone. Et après, il t'envoie des maquettes, de toute façon tu as payé en avance, hein, donc il t'envoie des maquettes jusqu'à ce que tu sois satisfait, forcément. Et en fait, l'impression, certes, il y a beaucoup de numérique, mais comme tu vois, ils font aussi du papier. Du coup, si tu veux, tout ça, c'est le résultat de discussions avec les concernés, en fait. L'auto-édition, c'est aussi s'entourer, comme je l'ai dit, d'un réseau de professionnels. Et cette faculté à s'entourer de professionnels, en fait, elle permet d'essayer au maximum d'avoir ce que tu veux, en fait.
Du coup, voilà. Donc, tu leur demandes et généralement, ils ne devraient pas te dire non. Après, ça c'est important, ça coûte plus cher de faire un livre graphique que de faire un roman. Par exemple, si je sais pas, pour l'artbook, on va pas passer par l'auto-édition, on va passer directement par un imprimeur, parce que l'auto-édition ou l'édition à compte d'auteur, ça peut jusqu'à doubler le prix pour la même chose. Donc il y a quand même comme dans tous les types d'entreprises au monde, il y a des petits pièges à éviter. Après, c'est principalement roman. Oui, c'est quand même principalement roman. Mais bon, l'auto-édition, tu t'édites ce que tu veux. Oui. Effectivement, tant que ça dépasse, tant que ça rentre pas dans des cadres, on va dire, qui heurtent la sensibilité. Tu vois, si tu veux faire la giga réédition de luxe de Mein Kampf, je suis pas ultra persuadé que ça va fonctionner, tu vois. Ouais, non, là, ça va. Voilà. Du coup, voilà, si quelqu'un a quelque chose à me demander. Juste une dernière question, vu ce que tu disais tout à l'heure, donc ton livre, on ne le trouve pas en librairie. On peut, mais... C'est une question. Oui, on peut. En fait, je suis distribué sous le réseau de Hachette. Du coup, ça signifie que, même si je ne suis pas en rayonnage partout, à Béziers, à Carton, tu me verras en rayon. Mais si je ne suis pas en rayon, il suffit de me commander. Tu vas au libraire, tu lui dis oui, je voudrais le tome 1 de Imaginary Rebirth de Alexandre Sanchez. Il va me trouver, hein, je suis dans le réseau. Pour te dire, on m'a commandé en Belgique, on m'a commandé en Suisse, on m'a même commandé au Canada. Donc, ouais, du coup, je sais que c'est possible. Je suis référencé, donc tant que je suis distribué, après, c'est ça. Voilà. Je vais vous montrer un dernier truc, du coup, avant, parce que en plus, je l'ai pas mis dans notre banque, avant que... ouais, voilà, j'ai vu ça. La liberté d'auto-édition, c'est aussi ça. C'est que ça me permet, donc comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, d'illustrer mes romans comme je le veux. Et ça me permet notamment de le faire au niveau des 4e de couverture. Puisque je voulais pas m'embarrasser d'une map monde, comme on aime bien le faire dans les romans science-fiction et fantasy, d'une map monde de l'univers. Je me suis dit, je vais essayer de faire ça autrement. Je vais le faire sur ma 4e de couverture. Du coup, je sais pas si vous le verrez d'ici, mais voilà, quand on place les deux romans, et je vais vous le faire passer de toute façon, je vais vous faire passer le roman. Quand on place les deux romans, voilà, ça forme un morceau de la map. Ouais. Et plus je vais écrire des bouquins, et plus je vais faire vers la droite. Et quand j'aurai terminé le cycle, je pense en 6 tomes, ça sera l'image de gauche. Du coup. Et le but, en fait, c'est que quand on place les livres en 360, ça fasse la carte. Je vais vous passer les romans pour que vous puissiez un peu voir. Soyez indulgents avec le tome 2, il est tombé dans une flaque. Non seulement c'est drôle, mais ça me fait vraiment pleurer. En plus, c'est toute ta faute. Il y en a, il rigole au fond, là, mais bon, ça peut être sa faute, quand même. Je tiens à dire, voilà, je m'adresse à la caméra, à vous, mais aussi à la caméra, pour ceux qui verront la vidéo, si j'arrive à la poster, il y a de nombreux projets donc, qui vont continuer de voir la route. Ça se trouve, la caméra elle tourne même pas, je parle dans le vide. Est-ce que ça tourne? Ouais, super. Voilà, que donc de nombreux projets vont arriver. Le tome 3, comme j'ai dit, je compte le faire, je compte essayer de le sortir. Si ce n'est pas en fin 2019, ça sera en début 2020. Le tome 3 va avoir une particularité, dont je vais parler ici du coup. Le tome 3 va avoir une particularité, c'est qu'il va exister sous 2 formats. Au lieu que ce soit un tome de 400 pages, ça sera 2 tomes de 200 pages. Donc peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec certains univers de jeux vidéo tels que Pokémon. Si on prend le format cartouche bleue et cartouche rouge en fait, donc qui sont 2 histoires qui sont à la fois les mêmes et à la fois un peu différentes sur certains aspects, mes 2 tomes 3 ça va être la même chose en fait, c'est-à-dire que je vais faire des petits changements de temporalité qui font que plus tard je pourrais partir sur des cycles différents, et ce tome 3 va être charnière puisqu'il va sortir en 2 exemplaires, et ce sera la même histoire et les mêmes personnages, mais dans des environnements légèrement différents, et avec des péripéties légèrement différentes qui feront que ça sera malgré tout 2 tomes différents, et les assemblés ensemble formeront le tome 3 en entier. Voilà, et c'est 16h46, et je pense à l'avoir plus ou moins terminé. Voilà. Toujours ouvert aux questions, mais je pense plus trop qu'il y en ait, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir des illustrations en fait, pour le bouquin, sachant que tu disais
que tu aimais bien que les gens s'approprient ton histoire et puissent l'imaginer comme on veut? Parce que je souhaitais malgré tout, c'était pas tant dans le but de les... c'était pas tant dans le but comme j'avais dit au début, de focaliser leurs pensées, c'était plus dans l'idée de les guider un tout petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, je montre des illustrations, mais sur 6 illustrations, il n'y en a que 2 avec un personnage dessus. En fait, les illustrations, il y en a 3 par tome, et elles montrent un moment spécifique du tome, en fait, un moment, je vais dire, important du tome pour la cohésion de l'histoire, en fait, et j'avais envie que d'une façon ou d'une autre, on puisse aussi lire l'histoire juste en regardant les images défiler, si tu veux. Donc, en soi, il y a toujours l'appropriation. De toute façon, les multiples fanarts que j'ai le montrent en soi, hein, c'est que l'univers sera toujours approprié, et c'est très bien. Mais l'avantage de ces petites illustrations, c'est qu'elles me permettent en même temps de montrer que moi aussi, je m'approprie votre univers, tu vois. Oh, ouais, t'inquiète. Voilà, du coup, il y avait aussi ce choix-là. J'avais peur qu'au tout début, quand j'ai sorti le bouquin, j'avais peur que ça soit un peu contradictoire, et au final, ça n'a pas du tout gêné. Du coup, ça me permet d'aller à l'expérience. Cela étant dit, dans le tome 3, il n'y en aura pas, parce que je vais devoir faire 2 couvertures différentes, et alors ça ne sera pas 2 quatrièmes différentes, mais elles seront quand même sensiblement modifiées l'une et l'autre. Du coup, soit je vais faire qu'une seule illustration interne par tome 3, soit je n'en fais pas. Ça va dépendre et à la fois de mon budget, et à la fois de si je considère que ça sera peut-être pas trop ou n'importe. Puisque le tome 3 ils font 200 pages, donc forcément, c'est moitié moins. Et voilà, du coup, Merci beaucoup. En conclusion, je dirais simplement que je vous remercie d'être venu, et que voilà, si je vais être là pendant l'entracte, donc si jamais certains d'entre vous veulent en discuter un peu plus précisément ou quoi, il n'y a absolument aucun souci. Et vraiment, c'est un moment sympa. Ouais. Voilà. Merci.